Tu as vécu trop longtemps en portant des choses qui ne t'appartiennent pas. De vieilles culpabilités, des opinions étrangères, des souvenirs qui pèsent plus qu'ils ne valent. Tout cela t'a transformé en prisonnier dans ton propre esprit. Il ne s'agit pas de chercher la paix ailleurs, mais de briser les chaînes que tu portes depuis des années. La poussière n'arrive pas d'un coup, elle s'accumule petit à petit. C'est ainsi que se forment les insécurités, les peurs et les habitudes qui détruisent la discipline. Ce sont les restes de ce que tu n'as jamais affronté, les résidus de personnes qui ont laissé des cicatrices, des promesses brisées que tu répètes encore en silence. Tu as respiré cette poussière si longtemps que tu la confonds avec l'air, mais c'est la cause de ton manque de force et de clarté. Aujourd'hui, tu ne vas pas attendre de miracles ni de mots doux. Si tu es ici, c'est parce que tu sais déjà que quelque chose doit changer et personne ne viendra le faire pour toi. Le stoïcisme enseigne que la liberté commence lorsque tu arrêtes de chercher des coupables et décides de te nettoyer de l'intérieur, même si cela fait mal. Tu vas lâcher ce que tu ne contrôles pas, arrêter de repousser ce que tu sais que tu dois faire, arracher à la racine les habitudes qui t'ont affaibli. Tu n'entendras pas de théories compliquées, ni de phrases vides. Ici, tu découvriras 10 leçons pour couper à la racine ce qui te retient et retrouver la vie qui a toujours été la tienne. Je ne te promets pas de confort, mais un réveil. Reste jusqu'à la fin, car chaque mot est pensé pour arracher de toi les chaînes invisibles que tu traînes. 1. Surmonte la voix qui doute de toi. Au sein de chaque personne réside un écho invisible, mais ressenti comme une ombre qui murmure à l'oreille dans les moments les plus décisifs. C'est comme un parasite qui se nourrit de tes tentatives d'avancer, un murmure qui grandit lorsque tu oses rêver en grand. Cette voix n'est pas venue de nulle part. Elle s'est formée avec les critiques que tu as entendues, enfant, avec les échecs que tu n'as pas réussi à surmonter, avec chaque comparaison que tu as faite avec les autres. Elle est restée là, cachée, attendant n'importe quelle opportunité pour te rappeler tout ce que, selon elle, tu ne pourras pas accomplir. Cette voix du doute est plus dangereuse que n'importe quel ennemi externe parce que tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre te sabote, tu as déjà un saboteur vivant dans ta tête. Elle te convainc que tu n'es pas suffisant, qu'il vaut mieux rester immobile pour ne pas te tromper, que les autres sont plus forts et que tu es né pour te contenter. Le stoïcisme enseigne qu'il n'y a pas de pire tyran que celui qui gouverne ton esprit. C'est pourquoi la première étape de ce processus de nettoyage interne est de faire face à cette ombre. Regarde ce qu'elle a accompli jusqu'à présent. Elle t'a fait garder le silence quand tu voulais parler, repousser des décisions importantes par peur de l'échec, renoncer à des opportunités simplement parce que tu ne te sentais pas digne d'elles. Chaque fois que tu as cédé à cette voix, tu lui as donné plus de force, comme nourrir un monstre avec tes propres doutes. Si tu continues à lui obéir, tu vivras piégé dans un cercle où la peur commande et ton potentiel se flétrit sans même avoir lutté. Tu ne vas pas la faire taire avec de jolies phrases, mais avec de l'action. Chaque fois que tu avances, malgré son murmure, tu la rends plus faible. Commence par reconnaître quand elle apparaît, juste avant de prendre un risque, quand tu es sur le point de changer une habitude, quand tu te compares aux autres. Dans ces moments-là, ne crois pas ses paroles. Rappelle-toi que le doute n'est pas une prophétie, c'est juste le reflet de vieilles blessures. Fais de ton esprit un terrain solide. Chaque pensée que tu choisis de cultiver est une brique dans le mur qui sépare ta volonté de cette voie. Écris tes réussites, aussi petites soient-elles, pour lui prouver que tu avances. Entoure-toi de personnes qui ne nourrissent pas ton insécurité, mais qui exigent que tu grandisses. Et surtout, agis même si tu ressens de la peur. Le doute ne disparaît jamais complètement, mais il devient insignifiant lorsque tu l'ignores et continue d'avancer. Celui qui parvient à maîtriser cette voie ne devient pas invincible, mais bien indomptable. Parce que la force ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans le fait d'avancer malgré elle. Si tu veux récupérer le pouvoir que cette ombre t'a volé, commence par arrêter de négocier avec elle. Elle ne mérite ni ton attention ni ton obéissance. Chaque jour que tu oses la défier, tu récupères un morceau de ta vie. 2. Brise les masques des autres.
Il y a des gens qui vivent comme s'ils étaient des acteurs piégés sur une scène qui ne finit jamais. Ils utilisent des sourires répétés, des gestes calculés, des mots qu'ils ne ressentent pas. Avec le temps, leurs masques deviennent si crédibles qu'ils trompent tout le monde, y compris eux-mêmes. Le problème survient lorsque tu commences à vivre en réagissant à ces masques, en croyant à l'image qu'ils projettent et non à la vérité qu'ils cachent. C'est comme essayer d'embrasser une ombre. Tu n'arrives jamais à tenir quelque chose de réel. Le stoïcisme enseigne que ce qui fait mal n'est pas ce que font les autres, mais ce que tu permets que ces actions provoquent en toi. Lorsque tu te laisses emporter par les apparences, tu perds ton centre. Il y a ceux qui semblent tout contrôler, mais qui se brisent à l'intérieur. D'autres feignent la force pour cacher leur peur. Certains montrent de la gentillesse seulement quand ils ont besoin de quelque chose. Si tu n'apprends pas à voir au-delà du masque, tu finiras par modeler ta vie autour d'illusions. Briser les masques des autres ne signifie pas découvrir des secrets ni confronter tout le monde. Cela signifie te libérer du besoin de leur plaire ou de satisfaire ce qu'ils semblent être. Commence par observer sans juger. Demande-toi si cette personne agit de la même manière lorsqu'elle n'est pas regardée, si sa cohérence se maintient dans différents contextes. Celui qui change de visage en fonction du public révèle la fausseté de son masque. Cette pratique nécessite de l'attention et du silence, car celui qui écoute calmement détecte des incohérences là où d'autres ne voient que de beaux gestes. Une autre étape essentielle est d'arrêter de te comparer à ce que les autres semblent être. C'est l'un des pièges les plus courants. Mesurer ta valeur par ce que tu vois sur les réseaux sociaux, par la façon dont ils s'habillent, par ce qu'ils prétendent avoir accompli. Beaucoup de gens se vantent de victoires pour cacher des défaites et feignent le bonheur tout en luttant contre leur vide. Chaque fois que tu tombes dans cette comparaison, tu cèdes ta paix à une illusion. Remplace cette habitude par de la gratitude pour tes propres progrès, même s'ils sont lents, et par l'engagement d'améliorer pour tes propres raisons, et non pour rivaliser avec des images fausses. Pratique également le discernement dans l'établissement des relations. Ne donne pas ta confiance à quiconque sait feindre le charisme. La confiance se gagne en observant des actions répétées dans le temps, pas avec de jolis mots ou des gestes momentanés. Demande-toi toujours si cette personne agit de la même manière lorsque la situation ne lui est pas favorable, si elle est honnête, même quand cela lui est inconfortable. Apprendre à remarquer ces signaux te protège des déceptions et t'évite de dépenser de l'énergie à essayer de satisfaire les attentes des autres. Enfin, rappelle-toi que briser les masques des autres commence par abandonner les tiens. Tu ne peux pas exiger l'authenticité si tu vis toi-même, caché derrière ce que tu crois que les autres veulent voir. Sois transparent dans tes intentions et ferme dans tes limites. De cette façon, les masques des autres perdront leur pouvoir sur toi. Le jour où tu arrêteras de danser au rythme des apparences, tu récupéreras du temps, de l'énergie et de la clarté pour construire la vie que tu mérites. 3. Lâche ce que tu ne contrôles pas. Il y a des tempêtes qui, même si tu fermes les fenêtres, continueront à frapper contre le verre. Tu peux t'épuiser à crier au ciel pour qu'il arrête de pleuvoir, mais la pluie tombera quand même. C'est ainsi que fonctionne la vie avec tout ce qui est hors de ton contrôle. Les décisions des autres, les injustices du passé, les opinions d'autrui, les revirements inattendus du destin. Essayer d'arrêter cette pluie avec tes mains ne fait que t'épuiser et te tremper, pendant que tu oublies que la seule chose que tu pouvais faire était de te réfugier et de rester ferme. Le stoïcisme enseigne qu'une grande partie de la souffrance provient de l'obsession de vouloir changer ce qui n'est pas entre nos mains. Tu dépenses de l'énergie à penser à ce que quelqu'un aurait dû faire différemment, aux erreurs que tu as commises il y a des années, aux plans qui n'ont pas fonctionné. Cette insistance te lie à un poids inutile et te vole le présent. Lâcher prise n'est pas abandonner. C'est arrêter de lutter contre l'inévitable pour te concentrer sur ce qui dépend de toi. La première étape pour y parvenir est d'identifier la frontière entre ce que tu peux changer et ce que tu ne peux pas. Fais une liste simple. D'un côté, écris ce qui dépend de tes actions et de tes décisions. De l'autre, ce que tu ne peux pas modifier malgré tous tes efforts.
Chaque fois que tu remarques ton esprit insister sur ce qui est hors de ta portée, répète mentalement « ceci ne m'appartient pas ». Ce rappel est comme fermer la porte au chaos externe et ouvrir de l'espace pour prendre soin de ton intérieur. Un autre conseil pratique est de limiter ton exposition à des situations qui te volent la paix sans apporter de solution. Si tu passes des heures à discuter sur les réseaux sociaux, à consulter des nouvelles négatives ou à essayer de convaincre quelqu'un qui ne veut pas écouter, tu t'épuises dans des batailles perdues. Consacre cette énergie à renforcer tes habitudes, ta santé, tes relations et ta discipline, car c'est là que tu as une influence réelle. Apprends aussi à accepter l'erreur comme partie du processus. Souvent, nous ne lâchons pas prise parce que nous sommes tourmentés par l'échec et nous ressentons le besoin de corriger ce qui est déjà passé. Le passé est irréversible, mais la leçon qu'il laisse est précieuse si tu décides de l'utiliser pour agir différemment à partir de maintenant. Chaque fois que le souvenir d'une erreur revient pour te tourmenter, réponds-lui par une action présente qui te rapproche de la personne que tu veux être. Enfin, pratique le calme délibéré. Respire avant de réagir, évalue si ta colère ou ton angoisse vont changer le résultat. Si la réponse est non, choisis la sérénité comme acte de rébellion contre ce qui échappe à ton contrôle. Celui qui maîtrise cette pratique ne devient pas indifférent, mais libre. La véritable force n'est pas de contrôler le vent, mais d'ajuster les voiles. Lorsque tu apprends à lâcher prise, tu découvres que le poids que tu portais n'était pas une partie de toi. Tu ne le portais que par habitude. 4. Libère-toi de l'attachement émotionnel. Il y a des nœuds qui ne se voient pas mais qui étranglent tout comme une corde. Ils ne sont pas dans les mains ni dans le cou, mais dans l'esprit. Ce sont les liens que nous formons avec des personnes, des lieux et des souvenirs qui nous ont un jour fait nous sentir en sécurité et qui nous maintiennent maintenant attachés. S'accrocher à ce qui n'existe plus, c'est comme essayer de maintenir un feu avec des cendres. Ça ne chauffe pas, ça n'éclaire pas, ça ne fait que salir les mains. L'attachement émotionnel se déguise en amour, mais bien souvent, c'est la peur de perdre ce que nous connaissons. Ce n'est pas de l'affection qui te maintient dans une relation toxique, c'est la peur d'être seul. Ce n'est pas de la gratitude qui te fait garder des objets que tu n'utilises plus, c'est la nostalgie d'une époque révolue. Le danger de l'attachement, c'est qu'il te vole le présent parce qu'il t'oblige à regarder en arrière ou à dépendre de quelque chose d'extérieur pour te sentir complet. La première étape pour te libérer est de reconnaître les signes. Demande-toi si quelque chose ou quelqu'un détermine trop ton humeur, si ta paix dépend de cette personne qui est d'accord avec toi ou de ce souvenir qui reste vivant dans ton esprit. Lorsque tu découvres cette dépendance, admets que ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Le nommer est la moitié de la bataille parce que tu ne le verras plus comme quelque chose de romantique, mais comme une chaîne qui doit être brisée. Pratique le détachement avec de petites actions mais constantes. Commence par lâcher le matériel qui ne fait que garder la poussière et les souvenirs douloureux. Débarrasse-toi des messages, des photos ou des objets qui ne font qu'alimenter une illusion. Cet acte physique envoie un message clair à ton esprit. Je n'ai pas besoin de porter cela pour avancer. Peu à peu, tu remarqueras que la légèreté extérieure se transforme en soulagement intérieur. Apprends à établir des limites dans tes relations. Dire non quand quelque chose te fait mal est un acte de respect de soi. Arrête de justifier des attitudes qui te blessent simplement parce que tu as peur de perdre quelqu'un. L'affection véritable ne devrait pas exiger des sacrifices qui détruisent ta paix intérieure. Chaque fois que tu définis une limite, tu ne te protèges pas seulement toi, mais tu enseignes aux autres comment ils doivent te traiter. Le détachement ne signifie pas cesser d'aimer, cela signifie aimer sans dépendre. Cela implique de pouvoir profiter de quelqu'un sans avoir besoin de le posséder, de pouvoir se souvenir d'un moment sans s'y accrocher, de pouvoir perdre quelque chose sans sentir que tu te perds toi-même. C'est là la véritable force émotionnelle. Savoir que rien d'extérieur ne définit ta valeur, ni ton bonheur. La liberté arrive quand tu comprends que tout dans la vie est temporaire, même la douleur.
Plus tu lâches, plus tu laisses de la place pour de nouvelles expériences et des relations saines. L'attachement te lie au passé, le détachement te libère pour avancer. Lâche les nœuds qui t'empêchent de respirer et tu verras comment l'air revient dans ta vie. 5. Transforme le passé en force. Le passé est comme une rivière souterraine qui coule sous tes pieds. Tu ne le vois pas toujours, mais son courant continue de couler et, si tu n'apprends pas à le guider, il finit par déborder dans le présent. Beaucoup se noient dans cette eau qui emporte de vieilles erreurs, des culpabilités non résolues et des souvenirs qui font mal. Mais la même rivière qui détruit peut aussi faire tourner des moulins et donner de l'énergie. La différence réside dans le fait de décider de te laisser emporter par elle ou d'apprendre à canaliser sa force. Nous portons tous des cicatrices, certaines visibles et d'autres que nous ressentons seulement en silence. Il y a ceux qui les utilisent comme des excuses pour ne pas avancer, disant que le mal qu'ils ont subi les empêche de changer. D'autres les transforment en raison de devenir plus forts, parce qu'ils ont compris que la douleur, lorsqu'elle est affrontée, est un maître qui n'oublie pas ses leçons. Ce qui s'est passé dans ton passé ne peut pas être effacé, mais peut être transformé en le fondement qui te soutient. La première étape pour utiliser le passé à ton avantage est d'arrêter de le fuir. Tant que tu continues à cacher les blessures, elles continueront à suppurer. Accepte les erreurs, regarde-les en face sans te justifier ni te victimiser. Les reconnaître ne signifie pas rester coincé en elles, mais en extraire la leçon qu'elles ont laissée. Demande-toi, qu'est-ce que cette chute m'a appris sur moi-même? Quelle décision puis-je prendre maintenant pour ne pas la répéter? Chaque réponse sincère est une brique qui ajoute de la solidité à ton caractère. Un exercice pratique est d'écrire ton histoire avec la vérité que tu as jusqu'à présent évité de raconter. Note les moments qui t'ont marqué, ce que tu as perdu, ce que tu as appris et ce que tu aurais voulu faire différemment. Il ne s'agit pas de revivre la douleur, mais de mettre de l'ordre dans le chaos. Voir les mots sur le papier te permettra d'identifier des modèles qui autrement resteraient cachés. Une fois que tu les reconnaîtras, tu sauras quelles habitudes et croyances doivent rester dans le passé. Après l'avoir compris, tu dois l'utiliser pour forger la discipline. Chaque obstacle surmonté, aussi petit soit-il, prouve que tu as été capable de résister. Rappelle-toi comment tu as réussi à sortir de situations que tu croyais impossibles et utilise ce souvenir comme preuve que tu peux affronter ce qui vient. Si dans le passé tu as supporté des nuits d'angoisse et que tu es toujours debout, cela signifie que la force était déjà en toi. Tu dois juste la réveiller quand tu en as besoin. Il est également essentiel de pardonner, non pas pour libérer ceux qui t'ont blessé, mais pour te libérer toi-même. S'accrocher à la rancune te maintient attaché au moment de la blessure. Mais pardonner coupe la chaîne qui te lie à cette scène. Pardonner n'est pas oublier ni justifier. C'est décider que tu ne permettras pas à cette émotion de continuer à gouverner ta vie. Lorsque tu y parviens, le passé cesse d'avoir du pouvoir sur ton présent. La rivière qui t'emportait auparavant peut devenir le courant qui propulse ton chemin. Chaque larme, chaque échec, chaque erreur devient une partie de la force que tu peux utiliser aujourd'hui pour construire. N'essaie plus d'effacer ton histoire, utilise-la pour te relever plus fermement. Ton passé ne te définit pas, mais il peut forger le caractère dont tu as besoin pour l'avenir que tu désires. 6. Garde l'esprit ouvert au changement. Un esprit rigide est comme un arbre sec qui refuse de se plier quand le vent arrive. Au début, il semble solide, mais une forte tempête suffit pour le briser. En revanche, les arbres qui se penchent avec le vent survivent, parce qu'ils comprennent que céder n'est pas se rendre, mais s'adapter pour rester debout. C'est ainsi que fonctionne la vie. Le changement est inévitable, et celui qui s'accroche à ce qu'il connaît finit par se briser au lieu de se renforcer. Beaucoup de gens préfèrent rester dans des zones de confort, même si elles leur font mal, simplement parce qu'ils savent à quoi s'attendre. Ils pensent que garder tout pareil leur donne le contrôle. Mais en réalité, cela les enferme dans un cycle de répétition qui leur vole des opportunités. L'esprit fermé ne permet pas d'apprendre des erreurs, ni de profiter des nouveaux départs. Il reste à défendre de vieilles idées par peur de l'inconnu.
Le stoïcisme enseigne que la véritable force réside dans l'acceptation de ce qui arrive et son utilisation comme outil pour grandir. La première étape pour s'ouvrir au changement est de remettre en question les croyances que vous avez toujours tenues pour vraies. Demandez-vous combien de vos opinions sont nées d'expériences réelles et combien sont des héritages d'autres que vous n'avez jamais testés. Faites l'exercice d'écouter sans interrompre des personnes ayant des perspectives différentes des vôtres, non pas pour les imiter, mais pour élargir votre vision. Celui qui ose écouter apprend à voir des chemins qui semblaient auparavant impossibles. Un autre conseil pratique est de vous exposer délibérément à de nouvelles choses. Lisez sur des sujets qui ne vous ont jamais intéressé. Essayez des activités que vous pensiez ne pas être pour vous. Conversez avec des gens d'autres environnements. Ces petites actions brisent la routine mentale et vous apprennent qu'il y a toujours plus d'une façon de faire face aux problèmes. Le changement cesse de faire peur quand vous découvrez qu'il ne menace pas votre identité, mais l'enrichit. Il est également important d'accepter que le changement peut apporter un inconfort au début. Toute transformation nécessite de laisser derrière soi quelque chose de familier, une habitude, une coutume, voire une partie de la façon dont vous vous voyez vous-même. Au lieu de résister à cet inconfort, voyez-le comme un signe que vous grandissez. Chaque fois que vous ressentez l'envie de revenir à l'ancien simplement parce que c'est facile, rappelez-vous que les raccourcis vers le confort mènent rarement à l'évolution. Enfin, gardez la discipline pour maintenir les nouvelles connaissances. S'ouvrir au changement n'est pas sauter d'idée en idée sans direction, c'est s'adapter consciemment, en évaluant ce qui vous sert et ce qui ne vous sert pas. Utilisez un journal pour noter ce que vous découvrez dans le processus et vérifier vos progrès. Avec le temps, vous remarquerez que vous n'êtes plus le même qu'hier, non pas parce que vous avez trahi votre essence, mais parce que vous avez appris à mettre à jour votre façon de voir le monde. Lorsque votre esprit devient flexible, rien d'extérieur ne peut vous briser. Les changements cessent d'être des menaces et deviennent des opportunités. Garder l'esprit ouvert, c'est permettre au vent de la vie de modeler vos branches sans vous arracher à vos racines. Et c'est l'une des plus grandes forces que vous pouvez développer. 7. Agis aujourd'hui, pas demain. Le temps est comme du sable qui s'échappe entre les doigts. Tu penses en avoir suffisamment jusqu'à ce que tu regardes ta main et découvres qu'il n'en reste presque plus. Chaque « je le ferai demain » est une poignée de sable que tu laisses tomber sans t'en rendre compte. Ainsi passent les mois, les années, alors que les opportunités se transforment en souvenirs et les rêves en regrets. Agir demain est le mensonge le plus confortable que tu t'aies raconté, parce qu'il te fait te sentir responsable sans bouger de ta place. La procrastination est un voleur silencieux. Elle ne vole pas d'un coup, mais petit à petit, te prenant des minutes qui se transforment en heures perdues. Cette habitude naît de la peur de l'échec, du perfectionnisme et de la fausse croyance qu'il y aura un moment idéal pour commencer. La vérité est qu'il n'y aura jamais de conditions parfaites. Le présent est le seul terrain solide sur lequel tu peux construire. Pour briser ce cycle, tu dois attaquer la racine, l'habitude de remettre à plus tard. Commence par réduire la taille de la tâche que tu évites tant. Si tu dois t'entraîner, commence par 10 minutes. Si tu dois ranger un espace, fais seulement la plus petite partie. L'action brise l'inertie, et une fois que tu bouges, l'élan grandit. N'attends pas la motivation, car la motivation naît après l'action, pas avant. Un autre conseil efficace est d'organiser ta journée la veille. Écris 3 choses qui sont vraiment importantes pour demain et engage-toi à les accomplir sans excuse. Cette pratique évite que l'indécision ne consomme ton énergie le matin. Chaque tâche que tu accomplis est une preuve que tu peux avoir confiance en toi. Et cette confiance se transforme en discipline. Apprends aussi à éliminer les distractions qui déguisent la paresse. Éteins les notifications, mets des limites à l'utilisation du téléphone et évite de te promettre juste 5 minutes sur les réseaux sociaux, car ce petit détour a tendance à te voler des heures. Crée un environnement qui favorise la concentration, même si tu ne peux y consacrer qu'un court moment chaque jour. Le stoïcisme enseigne que la vie se mesure en actes, pas en intention. Il ne sert à rien de planifier sans exécuter.
ni de rêver sans faire d'efforts. Chaque jour qui passe est une pièce que tu ne peux pas récupérer. Pense à ce que serait ta vie si tu avais commencé à travailler pour ce que tu dis vouloir il y a 6 mois. Cette pensée ne doit pas te remplir de culpabilité, mais d'urgence. Le plus grand changement n'est pas réalisé par de grandes décisions occasionnelles, mais par de petites actions constantes. Avancer aujourd'hui, même si c'est un pas minime, vaut plus que 1000 plans gardés pour demain. Lorsque tu transformes l'action en habitude, tu brises le cycle d'attente et la peur perd de sa force. Agir aujourd'hui, c'est se rebeller contre l'inertie qui maintient tant de gens coincés dans leur zone de confort. C'est déclarer que ton temps vaut plus que tes excuses. Fais en sorte que chaque jour compte, car demain n'est pas une promesse. C'est juste une possibilité qui peut-être n'arrivera jamais. 8. Persévère jusqu'à forger la discipline. Le fer ne devient pas une épée dès le premier coup de marteau. Il a besoin d'une chaleur constante, de répétition et de patience pour se modeler. Il en va de même pour la discipline. Elle ne naît pas d'un élan de motivation, mais de la persévérance quotidienne qui supporte l'inconfort et continue à frapper jusqu'à façonner le caractère. Ceux qui abandonnent à la 3e tentative ne connaîtront jamais la force qui vient de résister au feu. Beaucoup de gens confondent la discipline avec la volonté occasionnelle, mais la véritable discipline est une habitude qui ne dépend pas de l'humeur. Elle se construit les jours où tu ne veux pas te lever tôt et pourtant tu le fais, quand la fatigue pèse, mais tu tiens les promesses que tu t'es faites. Chaque fois que tu respectes un petit engagement envers toi-même, tu renforces un muscle interne qui rendra l'effort suivant plus facile. La première étape pour persévérer est de cesser de chercher des résultats immédiats. L'impatience est le plus grand ennemi de la constance. Apprends à apprécier le progrès invisible, les jours où tu ne remarques pas de changements externes, mais où tu entraînes ton esprit à ne pas abandonner. Mesure ton avancement non seulement par ce que tu accomplis, mais aussi par ta capacité à rester ferme sur le chemin. Un autre conseil pratique est de diviser tes objectifs en tâches si simples qu'il est impossible de ne pas les faire. Si tu veux faire de l'exercice, commence par seulement 10 pompes par jour. Si tu veux lire plus, commence par 2 pages avant de dormir. L'objectif n'est pas d'impressionner qui que ce soit, mais de te prouver à toi-même que tu peux maintenir une habitude. Avec le temps, augmente la difficulté de manière progressive, sans rompre la chaîne de constance. Entoure-toi de rappels visibles de pourquoi tu as commencé. Une phrase écrite sur le miroir, une photo sur le bureau, une alarme sur le téléphone peuvent t'aider à retrouver ton focus lorsque la motivation faiblit. La discipline grandit lorsque le but reste clair. Chaque fois que tu ressens l'envie d'abandonner, rappelle-toi que céder à un moment de faiblesse ne fait que retarder le résultat que tu désires. Il est également vital d'accepter les mauvais jours sans te punir. Il y aura des jours où tu échoueras ou seras en retard, mais ne laisse pas un faux pas détruire tout l'effort précédent. La persévérance ne demande pas la perfection, elle demande de réessayer le lendemain. Cette capacité à te relever après une chute est ce qui définit ceux qui réussissent à transformer leur vie. Le stoïcisme enseigne que le contrôle personnel est gagné par une pratique constante, pas par des mots. Persévérer, c'est choisir l'effort nécessaire plutôt que le désir passager. C'est cultiver le caractère, jusqu'à ce que la discipline devienne une partie naturelle de ton identité. Quand tu apprends à persévérer, les obstacles perdent leur pouvoir de t'arrêter. Tu découvres que la véritable force ne vient ni de la chance ni de l'inspiration, mais de l'habitude de continuer à avancer même si tout invite à abandonner. Frappe le fer chaque jour et viendra le moment où ta volonté deviendra une épée capable de trancher toute excuse. 9. Trouve la joie dans le présent. La vie ressemble à un voyage en train. Beaucoup de personnes s'assoient pour regarder par la fenêtre. Mais au lieu de contempler le paysage qui se trouve devant eux, ils gardent les yeux fixés sur l'horizon qu'ils n'arrivent pas encore à atteindre. D'autres restent coincés à regarder en arrière, se remémorant les stations déjà passées qui ne reviendront pas. Tous deux perdent la seule chose qu'ils possèdent réellement, l'instant qui se déroule maintenant. Croire que le bonheur est dans le futur est la raison pour laquelle beaucoup ne le trouvent jamais.
Ils se disent qu'ils seront heureux lorsqu'ils auront un meilleur travail, lorsqu'ils auront plus d'argent, lorsqu'ils trouveront quelqu'un qui les comprend, lorsqu'ils voyageront à cet endroit dont ils rêvent. Pendant qu'ils attendent, ils laissent passer les moments simples qui pourraient déjà leur apporter la paix et la satisfaction. Le stoïcisme enseigne que le temps présent est la seule chose qui est réellement sous notre contrôle. Et celui qui le gaspille donne sa vie à une illusion. Pour trouver la joie dans le présent, il faut entraîner l'esprit à cesser de poursuivre ce qui n'existe pas encore. Une première étape pratique est d'apprendre à s'arrêter au milieu de la routine. Chaque jour, faites une pause, même brève, pour remarquer des détails que vous avez tendance à ignorer. Le goût du café du matin, l'air frais en ouvrant la fenêtre, le son des rires proches. Reconnaître ce qui va déjà bien dans votre vie entraîne votre esprit à trouver de la valeur dans ce qui semble commun. Une autre stratégie utile est de limiter le temps que vous consacrez à vous comparer aux autres. Rien ne tue plus rapidement la gratitude que de mesurer votre vie aux normes des autres. Chaque fois que vous êtes tenté de regarder ce que les autres ont, rappelez-vous que vous ne voyez qu'une partie de leur histoire, pas leur bataille ni leur renoncement. Remplacez la comparaison par un inventaire de vos propres progrès, aussi petits soient-ils. L'habitude de remercier est également puissante. Avant de dormir, écrivez 3 choses que vous appréciez de la journée, peu importe leur importance. Cette pratique simple entraîne votre esprit à identifier des raisons de se réjouir, même dans les jours difficiles. Avec le temps, vous remarquerez que votre perception change et vous commencez à vivre avec moins d'anxiété pour ce qui manque. Apprendre à être présent implique également de lâcher le poids des erreurs passées et l'anxiété pour l'avenir. Si vous vous surprenez à revivre de vieilles blessures ou à vous inquiéter de ce qui pourrait mal tourner, rappelez-vous que rien de tout cela ne se passe en ce moment. Choisissez de ramener votre attention au moment où vous respirez. Le présent n'est pas un lieu d'attente, c'est la scène où se déroule la vie. Trouver de la joie en lui ne signifie pas ignorer les objectifs ou arrêter de planifier, mais ne pas reporter le bonheur pour plus tard. Lorsque vous faites la paix avec le maintenant, vous découvrez que vous n'avez pas besoin de conditions parfaites pour vous sentir vivant, car vous avez déjà tout ce qu'il faut pour éprouver de la gratitude et de la paix en cet instant. 10. Remplace les habitudes qui affaiblissent par celles qui renforcent. La vie est construite à partir des briques que tu poses chaque jour. Certaines sont solides et résistantes, d'autres sont fragiles et se désagrègent avec le temps. Tes habitudes sont ces briques invisibles qui, sans que tu t'en rendes compte, construisent ou détruisent les fondations de ton caractère. Celui qui se sent piégé dans un même cycle d'erreurs n'est pas victime de la malchance, mais des schémas qu'il répète sans les remettre en question. Chaque habitude que tu pratiques en silence laisse une trace dans ton corps et dans ton esprit. Négliger le repos, remplir ton esprit de distraction, manger pour apaiser les émotions ou négliger l'exercice peuvent sembler être de petites décisions, mais lorsqu'elles s'accumulent, elles affaiblissent ton énergie et ta volonté. En revanche, des habitudes simples comme se lever tôt, bouger un peu chaque jour, lire même quelques pages ou faire attention à ce que tu consommes renforcent ton esprit et ta discipline. La première étape pour remplacer les habitudes nuisibles est de les identifier sans excuse. Demande-toi quels sont les comportements qui t'éloignent de la personne que tu veux être. Peut-être est-ce de regarder ton téléphone dès que tu te réveilles, de te promettre des objectifs que tu ne tiens pas, ou de remplir ton temps avec des activités qui divertissent, mais n'apportent rien. Nommer l'habitude, c'est reconnaître qu'elle existe. Et sans cette reconnaissance, il n'y aura pas de possibilité de changement. Une fois identifiées, commence à les remplacer progressivement. N'essaie pas de te débarrasser de tous en même temps, car cette surcharge se termine par un abandon. Si tu passes des heures devant l'écran le soir, remplace les 15 dernières minutes par de la lecture. Si tu as tendance à sauter des repas sains, prépare à l'avance quelque chose de simple et nutritif. Chaque substitution est une petite victoire qui renforce ta confiance. Un autre conseil essentiel est de créer des rituels qui facilitent les nouvelles habitudes. Place tes vêtements de sport où tu peux les voir en te réveillant. Garde de l'eau à proximité pour te rappeler de t'hydrater.
Laisse le livre sur la table de nuit pour qu'il soit la dernière chose que tu regardes. L'environnement doit te rappeler l'engagement que tu as pris, car la discipline repose sur des signaux visuels et pas seulement sur la volonté. Entoure-toi de personnes qui renforcent tes nouveaux schémas de vie. Partager des objectifs avec quelqu'un d'autre augmente le sens de la responsabilité et rend le processus moins lourd. Évite les espaces où l'ancienne habitude devient une tentation constante, car l'environnement a plus d'influence que nous ne l'admettons généralement. Le stoïcisme enseigne que nous sommes maîtres de nos actions, et chaque habitude est une décision répétée jusqu'à devenir un destin. Remplacer ce qui affaiblit par ce qui renforce n'est pas une question de perfection, mais de constance. Lorsque tes habitudes commencent à refléter la vie que tu désires, tu ne dépends plus de la motivation pour maintenir le cap. Tu découvres que le changement ne s'est pas produit d'un seul coup, mais que tu l'as construit brique par brique, jusqu'à ce qu'un jour tu te réveilles et te rendes compte que la personne que tu étais est restée en arrière parce que tu l'as remplacée par des actions qui te soutiennent plus fermement. Le respect ne se mendie pas, il se gagne. Et si un homme n'apprend pas cette vérité, il passera toute sa vie à chercher l'approbation là où il ne l'obtiendra jamais. Souvent, ce n'est pas que les femmes sont injustes, c'est simplement qu'elles ne respectent pas celui qui se donne trop facilement, celui qui sacrifie ses limites pour de l'attention, celui qui confond approbation avec véritable valeur. C'est la réalité que la plupart préfèrent ignorer. Tous les sourires ne signifient pas admiration, et tout intérêt ne signifie pas respect. Un homme sans discipline, sans maîtrise de soi ni but, est comme un bâtiment sans fondation. Il peut sembler imposant de l'extérieur, mais le premier vent fort le renverse. Les femmes ne respectent pas celui qui cède à ses impulsions, ni celui qui abandonne ses principes pour se sentir accepté. Elles respectent celui qui marche avec une direction claire, celui qui n'a pas besoin de hausser la voix pour s'imposer, celui qui peut dire non sans hésiter et continuer sans se retourner. Il ne s'agit pas de devenir dur à l'extérieur, ni distant par orgueil. Il s'agit de forger le caractère, de comprendre que, si tu cherches le respect, tu dois d'abord devenir quelqu'un qui le mérite. La véritable différence ne réside pas dans le fait de paraître fort, mais de le démontrer par des actions. Comment tu parles, comment tu décides, comment tu défends ton temps, comment tu maintiens ton chemin même quand personne ne le comprend. Ces 8 pratiques ne sont pas de simples conseils, ce sont des leçons quotidiennes qui changeront la façon dont tu te vois et dont les autres te voient. Ici, tu ne trouveras pas de phrases creuses pour impressionner qui que ce soit. Tu trouveras des principes qui, si tu les appliques, transformeront ta posture, ta présence et ta vie. 1. Maîtrise l'art de marcher seul. Le loup qui apprend à chasser seul ne devient pas le plus fort par caprice de la nature, mais parce qu'en dépendant uniquement de lui-même, il aiguise ses sens et renforce chaque pas qu'il fait. Dans la meute, n'importe qui peut suivre le rythme, mais celui qui marche seul développe l'instinct pour survivre à l'intempérie et n'a pas besoin des autres pour avancer. Ainsi doit être l'homme qui veut un respect authentique, capable de marcher sans avoir besoin que quelqu'un l'accompagne, qui ne mendie pas la compagnie pour se sentir précieux, qui ne s'arrête pas par peur de la solitude, parce qu'il comprend que la force ne se mesure pas par les applaudissements qu'il reçoit, mais par la capacité de maintenir son chemin même quand personne ne le regarde. Marcher seul ne signifie pas rejeter les autres ou devenir un ermite. Cela signifie ne pas dépendre de la validation des autres pour sentir que ta vie a une direction. Trop d'hommes sont paralysés parce qu'ils croient qu'ils ne peuvent pas bouger sans quelqu'un pour les motiver. Ils cherchent constamment la reconnaissance des femmes, des amis, de la famille et finissent par vivre à l'ombre des attentes des autres. Cela détruit l'essence de tout homme, le rend malléable, fragile face à l'opinion des autres, quelqu'un qui ne dirigera jamais son propre destin. Le respect authentique ne naît pas du désir de s'intégrer, il naît de l'audace de maintenir le pas quand tout le monde s'attend à ce que tu recules. Celui qui maîtrise l'art de marcher seul apprend à apprécier sa propre compagnie et à résister au poids du silence. Et dans ce processus découvre quelque chose que peu de gens réussissent, la clarté sur qui il est vraiment.
Celui qui ne peut pas être seul avec lui-même a tendance à fuir vers les autres pour éviter de faire face à ses propres doutes. C'est pourquoi la solitude bien gérée ne faiblit pas, elle polit. C'est l'espace où tu apprends à identifier tes défauts, où tu arrêtes de blâmer l'environnement et commences à te demander à toi-même. Un homme qui se connaît à fond et se sent à l'aise en sa propre présence projette de la confiance même quand il ne dit rien, parce qu'il transmet la sérénité de celui qui n'a pas besoin d'approbation pour exister. Mais cette pratique exige du courage. La peur d'être seul est le plus grand ennemi de la discipline. Elle pousse les gens à se contenter d'amitiés vides, de relations faibles et de routines médiocres juste pour ne pas affronter le silence. C'est ici que le stoïcisme enseigne une leçon clé. Ne crains pas de perdre ce qui ne t'a jamais appartenu. Crains de perdre le contrôle sur toi-même. Apprendre à marcher seul signifie renoncer au faux soutien, lâcher ceux qui ne sont là que quand cela leur convient. Arrêter d'attendre que les autres comprennent ta vision pour continuer à avancer. Il faut clarifier une chose, marcher seul n'est pas un geste de fierté, c'est un acte de maturité. C'est dire au monde que ton chemin ne dépend pas des applaudissements, que tes objectifs ne changent pas parce que quelqu'un t'approuve ou te rejette. Dans la vie réelle, le respect des autres n'est pas accordé à celui qui s'adapte à tous les caprices, mais à celui qui est cohérent même sous pression. Car la véritable admiration naît quand il voit que tu n'es pas prêt à te trahir pour personne. Pratiquer l'art de marcher seul signifie aussi protéger ton énergie. Il t'oblige à choisir avec soin à qui tu fais confiance, dans quoi tu investis ton temps et à qui tu permets de s'approcher de ta vie. Un homme qui apprend à être seul ne comble pas le vide avec n'importe quelle compagnie. Il sélectionne avec discernement, parce qu'il a compris que la solitude n'est pas une punition, c'est un filtre. 2. Fais de ton but ton étendard. Un bateau sans drapeau peut naviguer, mais il n'inspire ni confiance ni respect au port ou en mer ouverte, car personne ne sait à quelle destination il appartient, ni quel principe le guide. Il en va de même pour un homme qui vit sans but clair. Il peut se déplacer d'un endroit à l'autre, mais ses pas manquent de direction et sa présence perd de sa force. Le but est ce drapeau qui flotte même lorsque le vent souffle contre, qui annonce sans mots où tu vas et pourquoi tu ne quitteras pas ta route. Un homme avec un but ferme n'a pas besoin de hausser la voix pour se faire remarquer, sa seule détermination parle pour lui. Vivre avec un but est plus que d'avoir des objectifs, c'est comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais. Beaucoup d'hommes pensent que leur valeur dépend de plaire aux autres ou d'obtenir leur approbation et finissent par être comme des feuilles emportées par le vent des opinions d'autrui. Cela ne génère pas de respect, cela génère de la pitié. Le respect véritable naît lorsque les autres voient que ta vie repose sur des convictions solides, que tu ne te brises pas au premier obstacle et que chaque pas que tu fais répond à une raison plus grande que l'impulsion du moment. C'est pourquoi le but n'est pas une belle idée mentionnée dans des phrases motivantes, c'est un phare qui te maintient ferme lorsque tout autour de toi vacille. Pour faire de ton but ton étendard, tu dois d'abord le définir avec une brutalité honnête. Demande-toi ce qui te motive vraiment, pas ce que tu penses que tu devrais désirer pour impressionner les autres. Le but ne s'impose pas de l'extérieur, il naît de la clarté sur qui tu es et ce que tu es prêt à supporter pour arriver où tu veux. Prends le temps de l'écrire, non pas comme un désir vague, mais comme une déclaration d'engagement. Si ton but ne te défie pas à te lever même dans les jours les plus difficiles, alors il n'est pas assez fort pour te guider. La deuxième étape est d'aligner ta vie sur ce but. Il est facile de dire que tu as des objectifs. Ce qui est difficile, c'est d'ajuster ta routine, tes habitudes et tes décisions pour que chacune d'elles pointe vers cet objectif. Un homme qui dit avoir un but, mais qui gaspille son temps en distraction constante, montre qu'en réalité, il ne l'a pas fait sien. Lève-toi plus tôt. Investis dans l'apprentissage de ce dont tu as besoin. Limite le temps que tu consacres à ce qui ne te mène nulle part et entoure-toi de personnes qui respectent et comprennent ton chemin. La cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais est ce qui rend ton but visible pour les autres. De plus, tu dois le protéger. Ne laisse pas les critiques de ceux qui ne comprennent pas ta vision te détourner. Un étendard qui est abaissé aux premières insultes ne vaut pas la peine.
Apprends à te taire sur tes plans face à ceux qui n'apportent rien et laisse tes réalisations parler. Cela ne signifie pas que tu dois te fermer aux conseils. Cela signifie que tu dois discerner entre les voix qui construisent et celles qui veulent simplement te détourner. Une partie du respect que tu obtiendras viendra du fait que tu montres que tu ne négocies pas ce que tu considères comme essentiel pour ta vie. Il faut aussi se rappeler que le but ne sera pas toujours populaire. Il y aura ceux qui se moqueront ou essaieront de te convaincre que tu perds ton temps, mais c'est là que ta discipline et ton autocontrôle sont mis à l'épreuve. Lorsque tu restes ferme même sous la pression sociale, tu montres que ton but est plus fort que le besoin d'être accepté. Les femmes et les gens en général respectent l'homme qui a une direction si claire qu'il n'a pas besoin de validation pour continuer, parce que cette sécurité est rare et profondément attirante. 3. Contrôle le feu de tes émotions. Le fer ne se forge pas dans de l'eau tiède, il se modèle dans le feu, mais si la chaleur n'est pas contrôlée, elle finit par déformer le métal jusqu'à le briser. Il en va de même pour les émotions chez un homme. Elles peuvent lui donner de la force et du caractère s'il sait les maîtriser, mais lorsqu'il les laisse brûler sans contrôle, elles l'affaiblissent et le rendent imprévisible. Beaucoup d'hommes croient que montrer leur colère, leur frustration ou leur douleur sans filtre est une preuve d'authenticité, alors qu'en réalité, c'est un signe de manque de discipline. Le respect ne vient pas de celui qui explose au premier impulse, mais de celui qui peut contenir le feu interne et le diriger avec précision là où il est nécessaire. Le contrôle émotionnel ne signifie pas réprimer tout ce que tu ressens. Cela signifie ne pas laisser tes émotions décider pour toi. Il est facile de perdre son calme quand quelqu'un te provoque, il est facile de hausser la voix ou de laisser la colère s'échapper, mais cette réaction impulsive est justement ce qui fait que les autres perdent confiance en ton jugement. Une personne qui ne sait pas contrôler son tempérament génère une peur passagère, mais jamais de respect. Pour contrôler le feu de tes émotions, tu dois d'abord le reconnaître. Tu ne peux pas dompter ce que tu nies. Apprends à détecter les signaux de ton corps lorsque la colère ou l'anxiété commencent à grandir. Cette chaleur dans la poitrine, la tension dans la mâchoire, le besoin de répondre sans réfléchir. La clé est d'identifier ce moment et de t'arrêter avant que l'émotion ne prenne le contrôle. La respiration consciente est un outil simple mais puissant. Inspirer profondément et expirer avec intention ne résout pas le problème, mais freine la réaction automatique qui tant de fois aggrave les choses. Une autre étape fondamentale est de changer l'interprétation de ce qui se passe autour de toi. Les émotions fortes sont souvent déclenchées parce que tu interprètes un commentaire, un geste ou une situation comme une attaque personnelle. Demande-toi si ce qui te dérange te met réellement en danger ou ne fait que blesser ton ego. Ce petit filtre mental fait partie de la pensée stoïcienne, différencier ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas, et refuser de donner ta paix pour ce qui ne dépend pas de toi. L'homme qui réagit avec agressivité à chaque provocation montre que n'importe qui peut le manipuler comme une marionnette. Tu dois aussi apprendre à canaliser ce que tu ressens en action utile. Si quelque chose te met en colère, utilise cette énergie pour travailler plus dur sur ce que tu peux améliorer au lieu de la décharger en paroles impulsives. Si quelque chose te fait mal, transforme-le en motivation pour renforcer ton caractère au lieu de rester coincé dans le regret. Les émotions ne sont pas des ennemis, elles ont juste besoin d'une direction. Lorsque tu réussis à transformer même ta colère en discipline, tu es plus proche d'être respecté car tu n'agis plus par impulsion, tu agis avec un but. Évite les environnements et les personnes qui alimentent ton manque de contrôle. Si tu sais que certaines discussions finissent par faire ressortir le pire de toi, pose des limites claires. Le respect que tu cherches commence par le respect que tu te dois à toi-même. Et cela inclut de ne pas t'exposer inutilement à des situations qui te font perdre ton sang-froid. La véritable force ne réside pas dans le fait de tout supporter en silence ou d'exploser pour imposer la peur, mais de te retirer ou de répondre seulement quand cela a du sens. Enfin, fais du contrôle de soi une habitude quotidienne.
Commence par des choses petites, comme ne pas réagir immédiatement aux messages qui te dérangent. Éviter de hausser la voix lors de discussions triviales, entraîner ta patience dans le trafic ou dans les longues files d'attente. Ces pratiques simples construisent la tolérance et renforcent la maîtrise de soi. 4. Augmente le prix de ton temps. L'eau est abondante dans la rivière, n'importe qui peut la prendre sans trop y penser. Mais le diamant est valorisé parce qu'il est rare et difficile à obtenir. Ton temps doit être ainsi, pas une ressource que n'importe qui peut prendre quand il le veut, mais quelque chose qui n'est donné qu'à ce qui mérite vraiment ton énergie. Un homme qui traite son temps comme s'il était infini finit par être utilisé par tout le monde et respecté par personne. En revanche, celui qui le protège et lui donne une valeur claire devient quelqu'un que les autres n'osent pas gaspiller. Augmenter le prix de ton temps commence par reconnaître sa véritable valeur. Il ne s'agit pas seulement de compter les heures de la journée, mais de comprendre que chaque minute que tu consacres à quelque chose qui n'ajoute rien à ta vie est une minute que tu ne récupéreras jamais. Beaucoup d'hommes se plaignent de ne pas atteindre leurs objectifs, mais le problème n'est pas le manque d'opportunités, mais leur incapacité à dire non aux distractions et aux personnes qui volent leur concentration. Chaque fois que tu cèdes ton temps à des engagements vides, tu enseignes aux autres que tu ne respectes pas ta propre horloge. Un conseil pratique est de faire un inventaire de ce dans quoi tu investis ton temps. Prends quelques jours pour observer honnêtement combien d'heures tu consacres aux réseaux sociaux, aux conversations sans sens ou aux activités qui n'apportent rien à ton but. Ce n'est qu'en le voyant clairement que tu comprendras combien tu es en train de donner. Ensuite, commence à couper l'inutile sans te sentir coupable, car si tu ne protèges pas ton temps, les autres ne le feront pas pour toi. Ce nettoyage des habitudes est la première étape pour augmenter sa valeur. Tu dois apprendre à établir des limites claires avec les autres. Si tu permets à n'importe qui d'interrompre ta routine avec des problèmes triviaux, des réunions sans importance ou des demandes qui peuvent attendre, tu perds non seulement en productivité, mais aussi en respect. Il ne s'agit pas de devenir inaccessible, mais d'enseigner par des actes que ton temps a la priorité. Parfois, il suffit de ne pas répondre immédiatement à un message ou de refuser poliment des invitations que tu sais ne rien apporter. Chaque limite que tu fixes renforce le message que ton temps est précieux. Un autre aspect essentiel est d'investir ton temps dans des activités qui renforcent ton caractère et ton but. Si tu le remplis de tâches sans direction, même si tu sembles occupé, tu resteras bloqué. Consacre les premières heures de la journée à ce qui stimule tes objectifs principaux, que ce soit pour entraîner ton corps, étudier, avancer dans ton travail ou cultiver ton esprit. Un homme qui se concentre sur l'essentiel dès le matin projette discipline et fermeté, des qualités qui inspirent le respect avant même qu'il ne prononce un mot. Il est également vital d'éliminer l'habitude de justifier la perte de temps. Beaucoup s'excusent en disant qu'ils ont besoin de se détendre ou que demain ils compenseront le temps perdu, mais demain ne rendra pas les heures déjà dépensées. Commence à te voir comme un gestionnaire d'une ressource limitée. Demande-toi, avant d'accepter un engagement, si cet investissement de temps aura un retour en termes d'apprentissage, de croissance ou de paix mentale. Si la réponse est non, alors ça ne vaut pas la peine. Ils verront que tu n'es pas quelqu'un de disponible pour n'importe quoi et que ton attention doit être gagnée avec des raisons solides. Cela améliorera non seulement ta productivité, mais aussi la manière dont on te respecte au travail, dans les relations et dans la vie sociale. Les femmes en particulier remarquent quand un homme ne donne pas son temps à n'importe qui, car elles perçoivent que cela reflète sa propre valeur et un but défini. L'homme qui augmente le prix de son temps n'est pas égoïste. Il est conscient que la vie est finie et que le respect commence par la façon dont il se traite lui-même. 5. Parle moins et laisse tes actes parler pour toi. L'écho dans une grotte répète toujours le son le plus fort, mais ne crée jamais rien de nouveau. C'est ainsi avec les mots lorsqu'ils sont utilisés à l'excès, ils font du bruit, répètent des promesses et des opinions, mais construisent rarement quelque chose de réel. Les actes, en revanche, n'ont pas besoin d'écho,
Ils laissent des traces visibles qui persistent même lorsque le bruit s'estompe. Un homme qui cherche un respect authentique comprend que la parole n'a de valeur que si elle est soutenue par ce qu'il fait, et que plus il parle sans agir, plus son message perd de sa valeur. Parler moins ne signifie pas devenir froid ou distant. Cela signifie utiliser la parole avec précision et intention. La plupart des hommes perdent le respect parce qu'ils se précipitent pour expliquer, justifier ou se vanter de réalisations qu'ils n'ont même pas encore consolidées. En essayant d'impressionner avec des mots, ils finissent par révéler des faiblesses et des contradictions. La première règle pour que tes actes parlent pour toi est d'apprendre à taire ce qui n'est pas encore solide, à laisser les résultats parler avant toi. Pour commencer à le pratiquer, établis un filtre interne avant de parler. Demande-toi si ce que tu vas dire apporte quelque chose, ou si cela ne fait que satisfaire l'impulsion de combler le silence. Si la réponse n'a pas de poids, garde le silence. Cette simple habitude réduit le nombre de mots vides et augmente l'impact de ceux que tu prononces réellement. Un homme qui ne parle que lorsqu'il le faut transmet de l'autorité et du contrôle, et sa voix est écoutée avec plus d'attention car elle ne se dilue pas dans des commentaires inutiles. Le silence stratégique te protège également. Lorsque tu parles trop, tu révèles des plans, des émotions et des faiblesses à des personnes qui peuvent les utiliser contre toi. Garder certains sujets privés n'est pas une méfiance excessive, c'est de l'intelligence pratique. Apprends à ne pas commenter chaque étape de ta vie personnelle ou tes objectifs les plus importants. Laisse tes progrès parler lorsqu'ils sont déjà indéniables. Ainsi, tu évites que les attentes des autres te mettent la pression et tu conserves la liberté de changer de cap si nécessaire. Un autre conseil important est d'observer plus que tu ne parles. Celui qui se concentre sur l'écoute et l'observation des autres apprend plus vite et évite des erreurs inutiles. Le stoïcisme ne signifie pas se fermer au monde, il signifie utiliser le silence pour voir les choses clairement, capter des détails que les autres négligent et répondre avec plus de précision. La personne qui écoute le plus comprend mieux son environnement et c'est pourquoi elle prend des décisions avec un avantage. Évite l'habitude de trop te justifier. Souvent, nous essayons d'expliquer chaque décision pour être compris ou accepté, mais cela ne fait qu'affaiblir ta position. Apprends à dire ce qui est nécessaire et à rester ferme dans ton choix sans ressentir le besoin de convaincre tout le monde. Rappelle-toi que l'objectif de parler moins n'est pas de devenir inaccessible ou distant, mais de faire en sorte que chaque mot que tu prononces ait du poids. Utilise le silence comme une ressource de force, pas comme un mur. Lorsque tu dois exprimer quelque chose, fais-le avec clarté et fermeté, sans détour, et accompagne-le d'actions qui soutiennent ce que tu as dit. Personne ne respecte les promesses creuses, mais tout le monde prête attention lorsque les faits démontrent la cohérence. Avec le temps, tu découvriras que parler moins t'évite des conflits et te donne plus d'énergie pour agir. Les autres commenceront à te voir comme quelqu'un de fiable, qui n'a pas besoin de convaincre avec des discours parce que ses actes soutiennent sa parole. Les femmes en particulier remarquent lorsqu'un homme ne cherche pas à impressionner avec des phrases, mais laisse sa façon de vivre être la preuve de son caractère. Ce type d'homme n'aspire pas au respect, il l'inspire. 6. Ne négocie pas ta valeur. L'or ne demande pas de réduction pour être acheté, il maintient son prix car son essence ne change pas même si le marché fluctue. C'est ainsi qu'un homme qui cherche le respect doit se voir, comme quelque chose dont la valeur ne dépend pas de l'opinion du moment ni des circonstances extérieures. Lorsque tu commences à céder tes principes ou à baisser tes normes pour plaire aux autres, tu perds plus que du respect, tu perds ton identité. Le véritable respect reste ferme, car il émane de quelqu'un qui n'est pas prêt à mettre sa valeur aux enchères pour de l'attention ou de l'acceptation. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de négocier leur valeur sans s'en rendre compte. Ils acceptent des emplois qui les exploitent par peur de se retrouver sans rien. Ils maintiennent des relations qui les déprécient, par peur de la solitude. Ils tolèrent le manque de respect
dans l'espoir de ne pas perdre l'affection de ceux qui les entourent. Si tu veux un respect authentique, ce cycle doit être brisé le plus tôt possible. La première étape pour ne pas négocier ta valeur est d'avoir une clarté sur tes principes et tes limites. Il est impossible de défendre ce que tu ne connais pas. Prends le temps de définir ce que tu considères comme non négociable dans ta vie. Le respect de ton temps, l'honnêteté, la façon dont tu espères être traité, le type de personne avec qui tu choisis de partager ton énergie. Ces limites ne doivent pas dépendre de l'environnement ou de ce que pensent les autres, mais de ce que tu sais être essentiel pour ta dignité. Une fois que tu as défini ces limites, tu dois apprendre à les communiquer par des actions, pas seulement par des mots. Il ne sert à rien de dire que tu valorises ta paix si tu permets à n'importe qui de l'interrompre. Il ne sert à rien de déclarer que tu exiges du respect si tu continues à tolérer des comportements qui te dégradent. La cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais est ce qui montrera aux autres que ta valeur n'est pas à vendre. Si tu dis non, que ce soit un non qui reste même lorsque la pression augmente. Un autre conseil important est d'arrêter de dépendre de l'approbation externe pour te sentir précieux. Tant que tu auras besoin de la reconnaissance constante des autres, tu seras toujours prêt à céder quelque chose pour l'obtenir. L'estime de soi se construit jour après jour en respectant tes propres normes, pas celles des autres. Investis du temps pour développer des compétences, améliorer ta discipline, renforcer ta santé physique et mentale. Tout cela augmente ta valeur interne et réduit l'influence que les opinions externes ont sur toi. Apprends aussi à lâcher ce qui n'est pas prêt à te reconnaître. Ne t'accroche pas à des emplois, des amitiés ou des relations qui restent dans ta vie seulement parce que tu acceptes moins que ce que tu mérites. Chaque fois que tu cèdes à quelqu'un qui ne valorise pas ce que tu apportes, tu renforces l'idée que ta valeur peut être réduite. Être flexible dans la vie, c'est s'adapter aux changements quand ils ne compromettent pas ta dignité, mais céder sur l'essentiel, c'est te trahir toi-même. Établis un point clair, où ta réponse sera toujours non, peu importe qui le demande ou quelle promesse il apporte. Ce type de fermeté fait comprendre rapidement aux autres qu'avec toi, on ne négocie pas l'essentiel. Lorsque tu maintiens ta valeur, tu projettes une présence différente. Les gens commencent à te traiter avec plus de soin, non pas parce que tu inspires la peur, mais parce qu'ils perçoivent que tu n'es pas prêt à te contenter de moins que ce que tu mérites. Les femmes perçoivent aussi cette fermeté et la respectent parce qu'elles voient que tu ne cherches pas leur validation ni à céder tes principes pour leur plaire. Cette attitude ne te gagne pas seulement du respect, elle attire aussi ceux qui valorisent vraiment ce que tu es. 7. Exige plus de toi que de quiconque. L'archer qui s'entraîne en tirant sur une cible fixe ne devient précis que dans des conditions idéales, mais celui qui s'exerce sur une cible en mouvement et avec du vent contraire devient un véritable maître. La difficulté façonne l'habileté. C'est ainsi que doit être la relation que tu entretiens avec toi-même, ne pas toujours chercher le confort, mais te poser des défis plus durs que ceux que le monde t'imposera. Celui qui se contente du strict minimum finit par dépendre des circonstances extérieures pour rester debout. Mais celui qui élève son propre standard devient inébranlable face à l'adversité. Exiger plus de toi que de quiconque ne signifie pas devenir ton pire ennemi ni tomber dans l'autocritique destructrice. Cela signifie adopter la discipline comme style de vie. La plupart des gens cherchent le respect en demandant aux autres de changer, sans se rendre compte que le véritable respect émerge lorsque les autres voient la rigueur avec laquelle tu te forges toi-même. Si tu t'obliges à te lever plus tôt, à travailler avec plus de concentration, à tenir parole même dans les jours difficiles, tu démontres une force que peu atteignent et qui n'a pas besoin de discours pour s'imposer. Commence par identifier les domaines de ta vie où tu as été complaisant avec toi-même. Cela peut être ta santé physique, ta préparation professionnelle, ta discipline financière ou même la façon dont tu gères tes émotions. La première étape est de reconnaître où tu as baissé la garde et de rétablir un standard qui te pousse à t'améliorer.
Si tu n'élèves pas la barre, tu resteras coincé dans le confort et tu ne développeras jamais le caractère qui inspire un respect authentique. Un autre aspect fondamental est de respecter les engagements que tu prends avec toi-même. Beaucoup de gens parviennent à tenir leurs engagements envers les autres, mais se trahissent eux-mêmes, annulant leurs propres plans au moindre obstacle. Cela érode l'estime de soi et projette une faiblesse aux yeux des autres. Exiger plus de toi signifie que ta parole envers toi-même vaut autant que celle que tu donnes aux autres, que les objectifs personnels sont sacrés et que tu feras l'effort nécessaire pour les atteindre sans dépendre de motivations externes. La discipline nécessite également d'apprendre à supporter l'inconfort. Il ne s'agit pas de chercher la souffrance par orgueil, mais de comprendre que la croissance est rarement confortable. Se lever quand tu préférerais dormir, étudier quand tu préférerais te distraire, t'entraîner quand ton corps demande du repos, tout cela fait partie du prix à payer pour te renforcer. La différence entre ceux qui gagnent le respect et ceux qui le mendient réside dans la capacité à faire ce qu'il faut, même s'ils n'en ont pas envie. T'entourer de personnes qui te défient aide aussi à maintenir des standards élevés. Évite les cercles où la médiocrité est la norme. Cherche des environnements qui t'inspirent à être meilleur. Il ne s'agit pas de concurrencer les autres, mais d'utiliser l'exemple des disciplinés pour maintenir ton propre niveau d'exigence. Lorsque les autres voient que tu n'acceptes pas moins de toi-même, ils commencent à te voir comme quelqu'un de fiable et de cohérent. Celui qui mesure son progrès uniquement en regardant vers l'extérieur risque de stagner lorsqu'il se sent supérieur à certains. La véritable exigence vient de te comparer à ce que tu étais hier et de te proposer d'être meilleur aujourd'hui, même si les autres ne le voient pas. Cette approche interne te maintient en mouvement même lorsque personne ne regarde ou n'applaudit. Avec le temps, cette mentalité devient ta plus grande force. Ceux qui exigent plus d'eux-mêmes n'ont pas besoin de parler de leur discipline. Leur comportement quotidien le rend évident. 8. Garde toujours la porte de sortie ouverte. Une cage dorée reste une cage même si elle brille de l'extérieur. Ce qui retient l'oiseau n'est pas la couleur du métal, mais l'impossibilité d'ouvrir ses ailes et de voler quand il le souhaite. Il en va de même pour les relations, les emplois et les situations dans lesquelles les hommes se confinent par peur de perdre ce qu'ils ont. Ils pensent que rester est un signe de loyauté ou d'engagement, mais bien souvent, c'est simplement la peur déguisée en amour ou en responsabilité. Un homme qui cherche un respect authentique ne doit jamais rester là où il n'est pas valorisé, ni permettre que la dépendance le transforme en prisonnier. Garder toujours la porte de sortie ouverte ne signifie pas fuir au premier problème. Cela signifie se rappeler que ta liberté est une limite que tu ne négocies pas. La plupart perdent le respect parce qu'ils s'accrochent trop, supportent des humiliations, tolèrent des injustices et sacrifient leurs principes juste pour ne pas se retrouver seuls ou ne pas affronter le changement. Cet attachement excessif affaiblit tout homme, car il communique qu'il est prêt à accepter n'importe quel traitement pour ne pas perdre ce qu'il a. Les femmes et les gens en général remarquent ce manque d'options et finissent par le voir comme quelqu'un de faible, qui se maintient grâce à l'approbation des autres. Pour garder la porte de sortie ouverte, tu dois d'abord cultiver ton autosuffisance. Un homme qui dépend émotionnellement ou économiquement des autres aura du mal à partir quand il n'est plus respecté. Investis dans le renforcement de tes compétences et tes propres sources de revenus et construis une vie qui ne s'effondre pas si quelqu'un décide de partir. Cette indépendance te donne la sécurité de rester n'importe où parce que tu le veux, pas parce que tu ne peux pas partir. Tu dois également préciser dès le début quelles sont les limites que tu n'es pas prêt à franchir. Cela ne s'exprime pas par des menaces ou des discours, mais par des actions cohérentes. Si quelqu'un commence à te manquer de respect ou à franchir les limites que tu considères essentielles, ta réaction doit être ferme et cohérente. Une autre pratique clé est de ne pas trop s'attacher aux choses matérielles ni à l'approbation externe. Beaucoup de gens restent dans des endroits où ils ne sont pas heureux simplement par peur de perdre le confort, la réputation ou le statut.
Lorsque tu parviens à te détacher de ces chaînes, le monde cesse d'être une prison et tu commences à te déplacer avec plus de liberté. Le stoïcisme signifie précisément cela, reconnaître que rien d'externe ne définit ta valeur et que tu peux recommencer si nécessaire. Apprends à lire les signes d'usure dans une relation, dans un travail ou dans un environnement social. Parfois, nous insistons pour rester dans des situations qui ont perdu leur sens simplement par habitude ou par peur du qu'en dira-t-on. La porte de sortie ouverte est la capacité de dire « stop » quand il n'y a plus de respect, quand ta présence n'a plus de sens ou quand rester signifie te trahir. Ne confonds pas cette attitude avec l'inconstance. Garder la porte ouverte n'implique pas de se rendre au premier obstacle ni d'abandonner les engagements par caprice. Il s'agit de ne pas renoncer à ta dignité, de ne pas permettre que la peur t'oblige à rester là où tu ne grandis plus. Rester par choix et non par obligation te rend plus fiable et ferme, car les autres savent que ta présence est volontaire et non le fruit de la dépendance. Quand tu vis avec la porte de sortie ouverte, ton attitude change. Tu te comportes avec plus de confiance parce que tu sais que tu ne dépends de personne pour maintenir ta paix. Le bruit a détruit plus de rêves que l'échec. Chaque fois que tu révèles ce qui n'est pas encore prêt, tu ouvres la porte à des mains qui ne devraient pas le toucher. Pense au fer qui, lorsqu'il est trop exposé à l'air, rouille, non pas par faiblesse, mais par une exposition constante. Il en va de même pour les mots. Lorsqu'ils sont lancés prématurément, ils commencent à user ce qui était fort, en silence. Dans l'ancienne Chine, on disait que les grandes rivières coulent calmement, parce qu'elles gardent leur force sous la surface. Seuls les ruisseaux bruyants font du bruit en descendant. Les objectifs et les plans ressemblent à ces rivières. S'ils ont vraiment du pouvoir, ils n'ont pas besoin de faire du bruit. Ils avancent simplement. Mais quand tu parles trop, tu transformes ta rivière en un ruisseau bruyant. Tu attires l'attention de regards qui n'ajoutent rien. Tu suscites l'envie, tu ouvres des fissures pour les critiques et tu uses l'essence de ce qui est à peine en train de grandir. Celui qui sait se taire comprend que le silence n'est ni vide ni faiblesse, c'est une stratégie. Les mots que tu ne dis pas protègent ce que tu aimes construire. Ce que tu gardes aujourd'hui en toi n'est pas de la lâcheté, c'est de la discipline. Si tu t'es demandé pourquoi parfois les projets stagnent ou s'effondrent sans raison apparente, regarde combien tu as parlé d'eux avant qu'ils n'aient des racines. Peut-être que ce n'était ni le destin ni la malchance, mais le bruit. Parler moins et agir plus n'est pas une suggestion romantique, c'est une nécessité pour quiconque veut voir des résultats réels. 1. Le pouvoir de se taire jusqu'à ce que ce soit réel. Le feu qui s'éteint le plus rapidement n'est pas toujours celui qui manque de combustible, mais celui qui est exposé au vent alors qu'il commence à peine à naître. Il en va de même pour les idées et les rêves. À leur stade le plus fragile, un simple commentaire d'autrui, un regard incrédule ou un conseil mal donné suffisent à les affaiblir. C'est pourquoi se taire jusqu'à ce que ce soit réel n'est pas de la lâcheté, c'est de la protection. C'est donner à ce qui compte l'espace pour devenir fort loin du bruit et des mains qui ne comprennent pas sa valeur. Dans la Chine ancienne, on racontait l'histoire d'un jeune constructeur qui rêvait de construire un pont capable de relier deux villages séparés par une rivière tumultueuse. Chaque nuit, il travaillait en silence, dessinant des plans, choisissant des pierres, observant le cours de la rivière. Mais un jour, excité par ses progrès, il commença à raconter aux autres ce qu'il prévoyait de faire. Certains se moquaient, d'autres disaient que c'était impossible, et d'autres encore lui donnaient des conseils contradictoires. Peu à peu, le jeune homme a cessé de faire confiance à ses propres calculs et a commencé à essayer de plaire aux opinions des autres. Le pont n'a jamais été terminé, non pas parce qu'il manquait de compétences, mais parce qu'il a laissé le bruit entrer dans son processus. La leçon était claire, certaines choses ne grandissent que lorsqu'elles sont protégées du jugement prématuré. Le silence est ce refuge qui empêche ce qui est immature de se briser par la curiosité d'autrui.
Lorsque vous décidez de vous taire jusqu'à ce que quelque chose devienne réel, vous érigez un mur invisible qui ne laisse pas passer la critique ni l'envie, mais qui ne permet pas non plus à l'ego de se nourrir de compliments prématurés. Souvent, nous parlons pour nous sentir validés, pour que les autres reconnaissent notre effort, mais cette validation ne donne pas de force. Au contraire, elle vole l'élan que vous devriez investir dans le travail continu. Se taire jusqu'à ce que ce soit réel est aussi un exercice d'humilité et de discipline. Vous n'avez pas besoin d'annoncer chaque pas que vous faites, ni de chercher une approbation constante. Ce qui doit parler pour vous, c'est le résultat, pas les promesses. Dans un monde où tout le monde veut montrer ce qu'il fait avant de le terminer, apprendre à garder le silence est un acte de rébellion et de pouvoir. C'est choisir la patience plutôt que la précipitation, la consistance plutôt que l'apparence. Si vous observez les réalisations les plus solides de votre vie, vous remarquerez qu'elles ont grandi en silence. Vous n'avez pas tout partagé, vous n'avez pas cherché à être applaudi en cours de route. Vous avez gardé l'essentiel pour vous et l'avez laissé mûrir. Ce que vous considérez aujourd'hui comme une erreur a probablement été exposé trop tôt et est devenu faible face à l'opinion des autres. Les mots sont comme l'air. Une fois lâchés, il n'y a pas moyen de les reprendre. Et chaque mot ouvre une porte à l'interprétation d'autrui, qui peut devenir un obstacle. Pratiquer le silence jusqu'à ce que ce soit réel signifie apprendre à reconnaître ce qui mérite d'être partagé et ce qui ne l'est pas. Il ne s'agit pas de vivre caché ni de se méfier de tout le monde, mais de respecter le processus de ce qui est encore en formation. C'est comme protéger un feu au milieu de la tempête. Vous le couvrez avec vos mains, vous ne le montrez pas au vent. Il y aura ceux qui voudront donner leur avis, ceux qui exigeront de savoir ce que vous faites, ceux qui confondront votre silence avec de la faiblesse. Mais vous ne devez pas oublier que le silence est aussi un langage qui dit « je suis occupé à construire ». Ce que vous taisez n'est pas un secret. C'est un pacte avec vous-même pour ne pas donner votre énergie à des voix externes qui ne comprennent pas votre but. Parler moins, c'est garder de la force. Parler seulement quand c'est nécessaire, c'est prendre soin de votre travail. 2. Protège tes plans comme un trésor. Une coffre vide n'éveille pas d'intérêt, mais un coffre plein d'or attire les regards, les questions et même les mains qui tentent de l'ouvrir. Tes plans sont ce trésor en construction, et chaque fois que tu en parles prématurément, tu laisses les autres voir l'éclat qui n'est pas encore prêt à être montré. Les protéger ne signifie pas te cacher du monde. Cela signifie prendre soin de ce qui a de la valeur pour qu'il ne s'affaiblisse pas ou ne se perde pas par négligence. Dans l'ancienne Chine, on disait que les commerçants les plus sages ne montraient pas tout ce qu'ils avaient sur le marché. Ils gardaient le meilleur pour le moment précis, parce qu'ils savaient que l'anticipation faisait partie de leur richesse. Tes plans nécessitent le même soin. Si tu les partages avec n'importe qui, tu leur retires de la force et tu les exposes à des opinions qui peuvent semer le doute. Tous ceux qui entendent tes objectifs ne veulent pas te voir réussir. Certains critiqueront parce qu'ils ne comprennent pas, d'autres envieront parce qu'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes, et quelques-uns essaieront de te décourager pour que tu ne progresses pas. Il ne s'agit pas de vivre avec paranoïa, mais de comprendre que tout le monde ne mérite pas d'accéder à ce qui est encore en train de naître. Pour protéger tes plans comme un trésor, la première chose est d'apprendre à identifier avec qui tu partages tes intentions. Demande-toi, cette personne apporte-t-elle quelque chose, me guide-t-elle, me motive-t-elle ou satisfait-elle simplement sa curiosité? Si la réponse n'est pas claire, garde le silence. Tes plans ne sont ni un spectacle, ni un secret honteux, ils sont quelque chose de sacré qui doit être protégé jusqu'à ce qu'il puisse se défendre par lui-même. Le deuxième conseil est de limiter les mots que tu utilises pour décrire ce que tu fais. Parfois, tu n'as pas besoin d'une longue explication ni de justifier chaque étape. Dire « je travaille sur quelque chose d'important » suffit. Cela ne protège pas seulement ton énergie, cela évite aussi que les gens te pressent avec des questions ou émettent des jugements prématurés. Plus tu expliques peu, moins il y a de chances que quelqu'un essaie de détourner ton attention.
Le troisième conseil est de fixer des limites claires dans les conversations. Il y aura ceux qui insisteront pour en savoir plus que nécessaire, mais tu n'es pas obligé de donner des détails. Apprendre à dire « je préfère ne pas en parler pour l'instant » est une façon de prendre soin de ta tranquillité d'esprit. Une limite n'est pas de la grossièreté, c'est de l'auto-soin. Un autre point essentiel est de créer un espace physique et mental où seul toi as accès à tes idées. Cela peut être un cahier, un journal numérique ou une simple libreta que tu utilises uniquement pour noter tes objectifs et stratégies. En l'écrivant pour toi, tu renforces ton engagement interne sans dépendre de la validation externe. De plus, tu réduis la tentation de le partager avec n'importe qui. Le silence doit également être accompagné d'action. Il ne sert à rien de garder les plans si tu ne travailles pas dessus avec constance. Protège ton temps et ton énergie comme tu protèges tes idées. Établis des horaires pour avancer dans ce que tu cherches et évite que les distractions te volent l'élan. Cela rend l'acte de protection tangible. Tu ne fermes pas seulement la bouche, tu fermes également la porte à ce qui interfère avec ton progrès. Enfin, rappelle-toi qu'un trésor n'a pas besoin d'être annoncé pour avoir de la valeur. Ton objectif ne devient pas plus grand en étant raconté, il devient plus fort grâce à l'effort que tu y consacres. Si tu apprends à prendre soin de tes plans comme tu prendrais soin d'un bien précieux, tu éviteras que les opinions des autres les érodent. Les plans protégés mûrissent mieux, grandissent avec moins de pression et se présentent au monde quand ils sont déjà solides, pas quand ils sont encore fragiles. 3. Parle seulement quand c'est nécessaire. Le tranchant d'une épée s'use plus vite lorsqu'il est utilisé sans raison. Chaque fois que tu la brandis sans nécessité, elle perd une partie de sa force. Il en va de même pour les mots. Plus tu les utilises pour des choses sans importance, moins ils ont d'impact quand cela compte vraiment. Apprendre à parler seulement quand c'est nécessaire n'est pas se taire par timidité. C'est conserver le tranchant de ta voix pour les moments qui méritent d'être coupés avec précision. Dans la vie quotidienne, l'impulsion de parler peut être traître. Nous voulons donner notre avis sur tout, expliquer trop, justifier nos décisions, voire remplir les silences gênants avec des mots vides. Mais chaque phrase que tu lâches sans nécessité consomme de l'énergie et, pire encore, te rend vulnérable aux interprétations des autres. Lorsque tu parles inutilement, tu livres des morceaux de toi que d'autres peuvent utiliser pour te juger, te critiquer ou te distraire de ton objectif. Parler moins, c'est apprendre à choisir les batailles qui en valent la peine. Pour le pratiquer, le premier conseil est d'apprendre à reconnaître l'intention derrière chaque mot que tu vas dire. Avant de parler, demande-toi, est-ce que cela apporte quelque chose à la situation, résout un problème ou cherche simplement à remplir l'espace ? Si cela n'a aucune fonction claire, garde-le. Au début, cela coûtera parce que nous sommes habitués à réagir, mais avec la pratique, tu découvriras que le silence est plus puissant qu'il n'y paraît. Le deuxième conseil est de stopper le besoin d'expliquer tout. Tu n'as pas toujours besoin de justifier tes actions, ni de convaincre tout le monde que tes raisons sont valables. Parfois, il suffit de dire ce qui est juste. Je ne peux pas. Ce n'est pas le moment. Ou je préfère garder mon opinion. Parler avec peu de mots mais ferme te fait paraître plus déterminé et sûr de toi. Les gens respectent davantage celui qui ne se perd pas en explications. Un autre aspect essentiel est d'éviter l'habitude de répondre par impulsion. Lorsque quelqu'un te provoque ou cherche à t'entraîner dans une discussion, le silence peut être ta meilleure défense. Chaque réponse inutile est comme donner du bois à brûler au feu du conflit. Pratique la pause avant de répondre, respire et considère si cela vaut vraiment la peine de répondre ou si le silence en dit plus que n'importe quelle phrase. Il est également important de limiter les conversations qui tournent autour des ragots ou des plaintes. Ce sont des mots qui ne construisent rien et qui finissent par drainer l'énergie. En choisissant de ne pas y participer, tu ne prends pas seulement soin de ta paix intérieure, tu montres aussi que ta voix ne se prête pas à alimenter le bruit. Ton temps et ton énergie valent plus que nourrir des discussions sans sens. Un conseil pratique pour améliorer cette discipline est de te consacrer à observer plus qu'à parler. Écouter attentivement te donne un avantage. Tu comprends mieux les autres,
Tu analyses les situations avec clarté et tu évites de commettre des erreurs en te précipitant à donner ton avis. Parler moins ne te rend pas invisible. Au contraire, cela te rend plus perspicace et stratégique. De plus, apprends à apprécier le poids des mots. Lorsque tu décides de dire quelque chose, assure-toi qu'il soit direct, utile et respectueux. Les mots bien choisis sont comme des outils de précision. Ils font le travail sans effort supplémentaire. En revanche, les mots vides se dispersent sans laisser d'impact. Enfin, rappelle-toi que se taire ne signifie pas se réprimer ni permettre aux autres de te marcher dessus. Parler seulement quand c'est nécessaire, c'est utiliser ta voix comme une ressource précieuse, pas comme un bruit de fond. 4. Fais du silence ta plus grande discipline. L'eau qui reste calme au fond d'un lac semble faible face au rugissement des vagues de la mer, mais elle cache une force sereine qui soutient la vie et la profondeur. Ce calme est l'essence du véritable silence. Ce n'est pas le vide, ce n'est pas la passivité, c'est la maîtrise de soi. Celui qui fait du silence une discipline apprend à ne pas être emporté par les impulsions ou le bruit qui l'entoure. Dans la vie quotidienne, se taire semble simple, mais c'est l'une des tâches les plus difficiles à maîtriser. Le désir de répondre rapidement, de se défendre face à une critique, de se vanter de ses réussites ou de remplir les espaces avec des mots inutiles, finit par briser le contrôle que l'on croyait avoir. Faire du silence, ta plus grande discipline, exige de reconnaître que tout ne mérite pas ta voix ni ton énergie. Il y a des questions qui se répondent par un regard, des provocations qui se démontent par l'indifférence, et des commentaires qui ne méritent pas de réponse. Le premier conseil pour appliquer cette pratique est d'apprendre à faire une pause avant de parler. La plupart des erreurs dans les conversations sont commises par la hâte de réagir. Lorsque tu ressens l'urgence de répondre, fais une brève pause. Ce petit geste te permet d'évaluer si ce que tu vas dire apporte quelque chose ou si cela ne vient que de l'impulsion d'avoir le dernier mot. Au début, c'est difficile, mais avec le temps, cela te donnera la capacité de répondre avec fermeté et sérénité. Le deuxième conseil est de créer des moments de silence volontaire dans la journée. Il ne s'agit pas seulement de faire taire les autres, mais de faire taire ton esprit. Consacre quelques minutes le matin et le soir à t'éloigner du bruit, mets de côté ton téléphone et évite les distractions. Cette habitude t'aidera à entraîner le contrôle sur tes propres pensées et réduira le besoin de réagir à tout ce que tu entends ou lis. Un esprit qui sait se taire devient moins vulnérable aux provocations extérieures. Un autre aspect essentiel est de pratiquer le silence dans différents environnements. Applique cette discipline au travail, avec des amis, sur les réseaux sociaux et même lors de discussions familiales. Pose-toi la question avant de parler. Est-ce que cela apporte de la valeur ou est-ce que cela alimente seulement le bruit? Si cela n'apporte rien de réel, laisse le silence parler pour toi. Avec le temps, les gens apprendront à écouter avec plus d'attention lorsque tu décideras d'exprimer quelque chose. Il est également important d'apprendre à tolérer le vide que laisse le silence dans les conversations. Beaucoup de personnes se sentent mal à l'aise et cherchent à le combler avec des mots précipités, mais le silence révèle souvent plus sur les autres que sur toi. Reste ferme dans ce calme, car c'est là que tu découvres les véritables intentions de ceux qui t'entourent. Le silence, en outre, protège ton énergie. Chaque mot est de l'énergie qui sort de toi et ne revient pas. C'est pourquoi garde cette force pour travailler, pas pour expliquer. L'effort constant et silencieux laisse des fruits visibles, tandis que le bruit ne fait qu'alimenter des attentes vides. Un autre conseil utile est de contrôler les émotions qui ont tendance à te pousser à réagir. La colère, l'orgueil ou le désir de prouver quelque chose ont tendance à te pousser à dire ce que tu regrettes ensuite. Avant de répondre, identifie l'émotion qui cherche à sortir et décide si elle mérite d'être exprimée. Maîtriser les mots, c'est aussi maîtriser les émotions qui les provoquent. Enfin, comprends que le silence ne signifie pas faiblesse ni soumission. C'est un acte conscient de maîtrise de soi et de respect de soi. Cela signifie que tu choisis quand parler et que ta voix sera entendue non pas parce qu'elle est fréquente, mais parce qu'elle est précise.
5. Que ta progression soit ta voix. La lumière d'un phare n'a pas besoin d'annoncer sa présence, elle brille simplement et tout le monde la voit. C'est ainsi que devrait fonctionner ta progression, silencieuse mais évidente, sans discours ni explication. Lorsque les résultats parlent pour toi, il n'y a aucun argument qui puisse les nier, ni aucune opinion qui puisse les affaiblir. Faire de ton avancement ta véritable voie est un art qui exige de la patience, un effort constant et, surtout, l'humilité de ne pas chercher la reconnaissance avant l'heure. Dans un monde qui récompense l'apparence plutôt que le travail réel, beaucoup ressentent le besoin de montrer chaque pas qu'ils font pour recevoir une approbation immédiate. Le problème est que cette habitude ne nourrit pas la progression, elle l'épuise. L'énergie qui devrait être investie pour continuer à avancer finit par être utilisée pour impressionner les autres. C'est pourquoi le premier conseil pour que ta progression soit ta voie est de résister à la tentation de montrer des résultats à mi-chemin. Ne partage pas ce qui n'est pas encore prêt. Attends d'avoir des faits solides, pas des promesses ou des ébauches. Le deuxième conseil est de fixer des objectifs clairs et mesurables uniquement pour toi. Tout le monde n'a pas besoin de savoir combien de pas tu as fait, combien il te reste à faire ou quels obstacles tu rencontres. L'important est que tu les connaisses et que tu les utilises comme guide silencieux. Cela te permet de te concentrer sur l'effort réel et non sur les attentes des autres. De plus, cela réduit la pression de sentir que tu dois prouver quelque chose aux autres à chaque instant. Il est également essentiel d'apprendre à laisser le temps faire son travail. Les réalisations les plus significatives n'apparaissent pas du jour au lendemain, elles nécessitent de la constance. Maintiens un rythme de travail qui soit durable et ne te laisse pas freiner par l'absence d'applaudissements immédiats. Le véritable progrès se construit en silence, avec une discipline quotidienne, non avec des publications ou des discours motivants. Un autre point important est d'utiliser les petites avancées comme motivation personnelle et non comme matière à impressionner. Chaque pas, aussi petit soit-il, est une preuve que tu vas dans la bonne direction. Reconnais-le en privé, célèbre-le si nécessaire, mais évite qu'il ne devienne un spectacle. Cela protège ton énergie et empêche les autres de minimiser ton effort. Apprends à accepter que tout le monde ne verra pas ta croissance immédiatement. Certains ne la reconnaîtront même pas lorsqu'elle sera devant leurs yeux. C'est pourquoi ton objectif ne doit pas être de convaincre qui que ce soit, mais de continuer à avancer. Le progrès se remarque dans la transformation de ta vie, dans les résultats tangibles et dans le respect que tu génères avec le temps, pas dans le nombre de mots que tu utilises pour l'expliquer. Une stratégie pratique est de consacrer du temps à mesurer ta propre progression de manière privée. Cette habitude te maintient motivé et t'évite de dépendre de l'approbation externe pour continuer. Enfin, laisse tes actions être si cohérentes qu'elles n'ont pas besoin d'être défendues. Le travail constant parle plus fort que toute justification. Lorsque les gens verront les résultats, ils comprendront la valeur de ton silence. Les mots sont vite oubliés, mais les faits laissent une trace. Que ta progression soit ta voix signifie lâcher la nécessité d'impressionner et la remplacer par l'engagement envers le travail réel. C'est choisir de démontrer avec des résultats plutôt qu'avec des explications, de construire avec constance plutôt que de promettre avec des mots. 6. La discrétion est ton meilleur bouclier. Un mur ne se construit pas toujours avec des pierres. Parfois, il se dresse avec prudence. La discrétion est ce mur invisible qui protège ce que tu valorises, non pas parce que tu le caches, mais parce que tu ne permets pas à n'importe qui d'y avoir accès. Celui qui apprend à être discret n'a pas besoin de hausser la voix ni de s'expliquer. Il sait simplement protéger ce qui est important et ne montrer que ce qui est nécessaire. Dans un monde où tout est exposé et partagé instantanément, la discrétion est devenue un acte de pouvoir. Tout le monde ne doit pas savoir dans quoi tu travailles, ce que tu prévois ou ce dont tu rêves. Plus tu révèles, plus tu ouvres de portes pour que les autres donnent leur avis, jugent ou interfèrent. La première règle de la discrétion est de reconnaître que toutes les informations ne méritent pas de sortir de ton cercle intime. Décide quoi raconter, quand et à qui. Et souviens-toi qu'une fois les mots prononcés, ils ne peuvent plus être repris. Le premier conseil pour pratiquer la discrétion est d'arrêter de justifier chaque décision.
Si tu changes de cap, tu n'as pas besoin d'expliquer tes motivations à tout le monde. Souvent, les gens posent des questions par curiosité, pas parce qu'ils se soucient de ton bien-être. Apprends à répondre par des phrases courtes « Je travaille sur quelque chose de nouveau » ou « Je préfère ne pas donner de détails pour l'instant ». Ces réponses sont suffisantes pour maintenir des limites claires sans paraître évasif. Le deuxième conseil est de limiter l'accès que les autres ont à ta vie personnelle. Il ne s'agit pas de devenir hermétique ou méfiant, mais de reconnaître que les gens ne devraient savoir que ce qu'ils ont vraiment besoin de savoir. Cela inclut ce que tu partages sur les réseaux sociaux, au travail et même avec des amis proches. La discrétion n'est pas de la méfiance, c'est prendre soin de ce qui t'appartient. Une autre clé importante est de maintenir des conversations significatives uniquement avec des personnes qui ont démontré leur loyauté et leur respect. Parler avec ceux qui ne comprennent pas ta vision ou ne valorisent pas ton effort peut devenir un risque, car l'information mal interprétée se transforme en critique, rumeur ou jalousie. Choisis à qui tu donnes accès à ton esprit et à tes plans, avec la même prudence que tu choisirais à qui donner une clé de ta maison. Il est également essentiel de s'entraîner à garder le silence dans les moments de tension. Parfois, la pression d'une discussion nous fait révéler des choses que nous préférerions garder. Pratiquer le calme et respirer avant de répondre évite de partager des détails qui pourraient être utilisés contre toi. La discrétion, en ce sens, est plus que du silence. C'est de l'autocontrôle. Une stratégie utile est d'observer comment les gens réagissent à ce que tu partages peu. Les personnes qui respectent ta discrétion ont tendance à ne pas insister ni exiger d'explications. En revanche, ceux qui insistent pour en savoir plus sont souvent ceux qui méritent le moins cette information. Apprends à prendre ces signaux comme un guide pour garder ton cercle protégé. Enfin, comprends que la discrétion ne doit pas être vue comme un obstacle aux relations, mais comme un filtre qui améliore la qualité de celles-ci. En ne partageant que ce qui est nécessaire, tu conserves ton énergie, évites les malentendus et protèges l'essence de tes projets et émotions. Il ne s'agit pas de te cacher, mais de préserver ce qui te renforce. La discrétion est ton meilleur bouclier car elle empêche que le bruit externe affaiblisse ton travail, ta paix et ta direction. 7. Écoutez plus, révélez moins. Le chasseur patient ne fait pas de bruit dans la forêt parce qu'il sait que chaque son effraie sa proie. C'est ainsi que fonctionne l'écoute. Plus vous vous taisez, plus vous captez ce que les autres ne voient ni n'entendent. Celui qui apprend à écouter plus et à révéler moins, non seulement évite les problèmes, mais obtient également des informations qui lui donnent un avantage et une clarté. Les mots que vous ne dites pas deviennent un espace pour mieux comprendre l'environnement, les gens et vous-même. Dans la vie quotidienne, nous avons tendance à nous précipiter pour parler, comme si les conversations étaient des compétitions pour voir qui dit le plus. Cette impulsion à intervenir constamment vole l'opportunité d'apprendre du silence. Écouter plus n'est pas de la passivité, c'est une stratégie. Cela vous permet de comprendre les véritables intentions derrière les mots des autres, de détecter les mensonges déguisés en gentillesse et de percevoir des émotions qui ne s'expriment pas avec la voix. Le premier conseil pour pratiquer cette attitude est de s'entraîner à la patience pendant les conversations. N'interrompez pas et ne vous précipitez pas pour répondre, laissez l'autre personne s'exprimer jusqu'à la fin. Souvent, le plus précieux est dit après une pause inconfortable. En vous taisant, vous donnez de l'espace pour que l'autre révèle ce qu'il pense ou ressent vraiment. Le deuxième conseil est de poser des questions qui aident à mieux comprendre, mais sans révéler trop de vous-même. Poser des questions montre de l'intérêt, mais ne vous oblige pas à partager vos propres détails. Un autre point clé est de résister à la tentation de remplir les silences avec des mots inutiles. Le silence inconfortable gêne celui qui ressent le besoin de se justifier ou d'impressionner. Mais pour celui qui cherche la clarté, c'est un allié. Laissez les autres se précipiter pour expliquer, se trahir avec leurs mots, pendant que vous observez calmement. Écouter plus implique également d'observer le langage non verbal.
Parfois, les gestes, les tons et les poses en disent plus que le discours complet. Prêter attention à ces détails vous permet de mieux comprendre les situations et d'agir avec plus d'intelligence. Pour révéler moins, commencez par limiter les informations personnelles que vous partagez sans raison. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que vous pensez, ce que vous prévoyez ou ce que vous ressentez. Cette pratique ne vous rend pas seulement plus réservé, elle vous rend également moins prévisible et plus difficile à manipuler. Une autre recommandation est d'utiliser des phrases courtes et directes lorsque vous devez répondre. La clarté ne réside pas dans la quantité de mots, mais dans leur précision. Dites assez pour être compris, mais évitez de donner du matériel que d'autres pourraient mal interpréter ou utiliser contre vous. De plus, évitez l'habitude de partager des réussites ou des problèmes avec n'importe qui vous écoute. Toutes les oreilles ne sont pas sûres et toutes les opinions ne valent pas la peine. Apprenez à faire la différence entre les moments où vous cherchez des conseils et ceux où vous parlez juste pour vous soulager. Garder ce qui n'a pas besoin d'être raconté fait partie de la force personnelle. Écouter plus et révéler moins transforme les relations et la perception que les autres ont de vous. Ils commencent à vous voir comme quelqu'un qui observe, comprend et agit avec un but, pas comme quelqu'un qui se précipite pour donner son avis et s'exposer. Cet équilibre entre entendre et se taire est un outil puissant pour maintenir votre énergie concentrée et votre vie protégée. Un dernier conseil est de pratiquer le silence actif, celui dans lequel vous ne vous taisez pas seulement, mais vous prêtez une attention complète. Maintenez un contact visuel, acquiescez quand c'est nécessaire et montrez un intérêt authentique. 8. Motivez-vous en silence. Le feu qui brûle en secret est souvent celui qui produit le plus de chaleur. Il n'a pas besoin d'attirer l'attention ni de briller devant les autres, car sa force réside dans la chaleur qu'il garde en lui. Votre motivation doit être la même, silencieuse, solide, nourrie de l'intérieur et non dépendante des applaudissements ou des attentes des autres. Lorsque vous parvenez à vous motiver en silence, vous cessez de chercher des stimuli externes et commencez à marcher par conviction personnelle. Aujourd'hui, beaucoup confondent motivation et exhibition. Ils publient chaque pas qu'ils font, cherchent des commentaires encourageants et mesurent leur progrès par le nombre de réactions qu'ils reçoivent. Cette habitude finit par devenir un piège, car en dépendant de l'approbation externe, l'élan s'éteint dès que les applaudissements disparaissent. Le premier conseil pour vous motiver en silence est de comprendre que la véritable force ne vient pas de ce que les autres attendent de vous, mais de ce que vous décidez de faire, même lorsque personne ne regarde. Le deuxième conseil est de définir des objectifs clairs qui vous inspirent sans avoir besoin de les partager. Écrivez dans un cahier ce que vous voulez accomplir et les raisons pour lesquelles vous le faites. L'avoir par écrit, juste pour vous, crée un engagement qui ne se nourrit pas du jugement des autres. La motivation silencieuse est plus stable parce qu'elle repose sur vos propres valeurs et non sur les fluctuations de la reconnaissance publique. Il est également important d'apprendre à célébrer les petites avancées en privé. Chaque pas que vous faites mérite d'être reconnu, mais n'a pas besoin d'être montré. En célébrant en silence, vous renforcez la relation avec vous-même et réduisez la pression d'impressionner les autres. Cela maintient l'élan vivant et empêche que les attentes externes influencent votre chemin. Un autre conseil utile est de cultiver des habitudes quotidiennes qui renforcent votre discipline. La motivation silencieuse ne dépend pas des émotions momentanées. Elle se construit avec des actions répétées qui deviennent une partie de votre routine. Se lever tôt, respecter les entraînements, étudier sans que personne ne vous le demande ou consacrer du temps à vos projets, tout cela alimente un progrès qui n'a pas besoin de crier pour exister. De plus, apprenez à utiliser les défis comme carburant interne. Au lieu d'annoncer vos obstacles ou de vous plaindre d'eux, faites-en une partie de votre histoire silencieuse. Chaque difficulté surmontée en silence renforce votre caractère et vous prépare à des réalisations plus grandes. Pour rester motivé sans dépendre du bruit extérieur, évitez de comparer votre progrès à celui des autres.
La comparaison constante vole de l'énergie et crée de l'anxiété. Rappelez-vous que votre chemin est unique et que ce qui est précieux ne se mesure pas toujours à ce que les autres peuvent voir. Concentrez-vous sur la qualité de votre effort, pas sur la visibilité de vos réalisations. Enfin, comprenez que le silence ne signifie pas l'isolement. Vous pouvez avoir des personnes de confiance avec qui partager vos victoires et vos échecs, mais vous n'avez pas besoin d'exposer chaque pas au public. Vous motiver en silence, c'est apprendre à marcher avec des pas fermes pendant que le monde reste distrait par le bruit. C'est choisir de travailler sur ce qui compte, même lorsque vous ne recevez pas de reconnaissance, et laisser le résultat final parler pour vous. Cette motivation est plus forte parce qu'elle ne dépend pas de facteurs que vous ne contrôlez pas, et, par conséquent, elle ne s'éteint pas lorsque les autres cessent de regarder. De plus, évitez l'habitude de partager vos réalisations ou vos problèmes avec quiconque vous écoute. Toutes les oreilles ne sont pas sûres et toutes les opinions ne valent pas la peine.